Jean-François, dans l'épisode précédent, on a parlé du projet Paris-Pékin, comment il a été mis en place. Là, on arrive au Trocadéro, on est en 2008. Ça y est, le choix des hommes a été fait, les machines, toute la logistique, les camions. Est-ce que vous aviez un peu le trac ce jour-là? Le trac, c'est pas le mot, non, je crois pas. Disons plutôt le souci de veiller à ce que l'engrenage prenne bien dès le départ. Les gens pouvaient, en France, donc de Paris jusqu'à la frontière, pouvaient nous accompagner, ce qui est... Là, j'avais peut-être un peu peur qu'un cyclo pas trop habitué puisse provoquer une chute ou un truc comme ça. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous étiez 100 cyclos officiels, plus ceux qui souhaitaient vous accompagner, ça faisait... Jusqu'à la frontière, oui. Ça faisait quand même un sacré peloton. Ça faisait du monde et justement, ça aurait été dommage qu'il y ait des chutes ou des trucs comme ça. Bien sûr. Donc, et bon, après, il y a le camion frigo qui a une crevaison juste dans Paris, qu'il a fallu réparer à vitesse, mais chacun devait faire face à ces trucs, hein. Moi, je me suis retrouvé pensant suivre avec mon camion. J'avais un camion qui, malheureusement, n'avait été au-delà de la hauteur habituelle. Ce qui fait que ça m'a valu des soucis plus d'une fois. Et notamment à Paris, où j'ai pas pu longer comme eux le long de la Seine. Il a fallu... Alors après, il faut rattraper. Hein. Ben oui. On est devant, on est derrière. Mais bon, ça s'est bien déroulé. Et les réceptions étaient magnifiques. C'était très bien. Après la frontière, c'était mieux quand même. Ouais. Alors vous étiez responsable de la logistique, mais il y avait des capitaines de route qui donnaient le tempo. Comment s'étaient répartis ces capitaines de route? Oui, comment étaient répartis les capitaines de route? Alors, nous avons choisi, nous, des capitaines de route, et par groupe de 20 cyclos, grosso modo, alors 5 fois 20, 100, et il y avait 103 participants. Donc, on avait réparti comme ça. Parmi les participants, il y avait 2 tandems. Un tandem avec un non-voyant à l'arrière, bien sûr. Oui, oui. Et celui qui était devant l'a été de Paris à Pékin. Ça peut sembler bizarre, mais c'est quand même une sacrée performance. Hein. Oui. Et il y avait un autre tandem. Alors, ce qu'on a dit, c'est que vous prenez le matériel de réparation si nous, on ne le prend pas. Donc, ils avaient prévu la même marque et des roues de secours, etc., etc. On n'a pas eu de problème avec les tandems. D'accord. Et est-ce que les coureurs étaient dans le tempo tout de suite À la fédération, il n'y a pas de coureurs. Hein. Oui. Est-ce que les cyclos étaient dans le tempo tout de suite? Oui, parce que chacun avait envie de lâcher la bride. Et, après l'émotion du départ du Trocadéro, où c'est les ambassades, et puis tout le monde était fier d'avoir un membre de sa famille qui faisait ça, parce que la Fédé avait bien fait les choses, et avec des autorités également. Mais une fois que c'était parti, c'était parti. Et une anecdote, c'était le 2e jour peut-être, on avait un participant qui était un ancien chauffeur de taxi de nuit, et qui, pendant son activité professionnelle, prenait des cachets le jour pour pouvoir dormir et des cachets la nuit pour rester éveillé. Et avec l'émotion peut-être, les 2 premières étapes, ce qui fait qu'on a une réception en ville, il a peut-être bu une petite coupe de champagne, et ce qui fait qu'au moment du repas, pouf, la tête dans l'assiette, et tout le monde s'est affolé. C'est là que j'ai vu que j'avais beaucoup d'infirmiers parmi les membres qui ont répondu à leur instinct primaire, et il a donc été hospitalisé. Et le lendemain matin, avant le départ, ma femme, elle le croise, m'a dit, c'est celui qui est tombé dans le truc. Elle lui pose la question, elle dit, oui, il a eu la chance d'être tombé sur un interne, parce que quand il s'est réveillé, il n'avait pas de séquelles, il n'avait rien. Quand il s'est réveillé, il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Alors les infirmiers ont dit, mais vous êtes à l'hôpital? Ah non, moi je m'en vais à Pékin. Et l'interne a eu la sagesse il a dit, mais en fonction de ce que vous avez pris comme cachet, ce qui vous est arrivé est tout à fait normal, vous pouvez partir. D'accord. Ouais, ça c'est une anecdote. C'était dès le début, ça? Ah, c'était le 2e ou le 3e jour. D'accord. Mais tous les jours, il y a des décisions à prendre. C'est ça qui est merveilleux. Et justement, je m'interrogeais pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé si les cyclos ne trépignaient pas un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont partis un peu vite parce qu'ils étaient excités, ils étaient Est-ce que dans les premiers jours, ça roulait pas un peu plus vite que prévu? Il m'est arrivé
je me souviens, parce que les capitaines de route, normalement, c'est à eux de gérer un peu leur groupe, hein, mais il faut savoir que on roule pas en paquet. Les gens étaient, par contre, dans des pays où on croyait qu'ils auraient été plus libres, ils étaient une voiture de police à l'avant, le gros paquet plus une voiture de police à l'arrière. Ils arrêtaient la circulation, par exemple, de celui qui arrivait. Et puis il y a des pays comme la Chine, par exemple, ou le Kazakhstan, où on croyait qu'on allait être bridé, où là, le cyclo pouvait s'arrêter. Les consignes étaient n'arrêtez jamais seul. Soyez toujours avec au minimum 2 quand vous vous arrêtez. Et là, ils étaient en toute liberté, quoi. Et donc là, on a parlé des trois. J'ai pas répondu à la question. Effectivement, je me suis vu parce que le midi, il y avait un regroupement pour le repas. Et ceux qui étaient chargés de la cuisine, tout ça s'en occupaient. Et moi, je regardais arriver le gars. Et qui je vois arriver le premier? Un capitaine de route. Je peux vous dire qu'il a une remontée de Bretagne. Ouais. En lui disant, ton rôle n'est pas là. Hein. Est-ce qu'ils avaient des instructions précises avec un compteur, avec une vitesse moyenne de 22? Non. Non, ils avaient les sacoches, hein, sacoches obligatoires, hein, oui. Où c'était marqué Paris-Pékin. Hein. Et certains voulaient l'enlever, on a dit non, c'est une entité. Comme ça, quand il y a un vélo qui était posé, on voyait tout de suite, on reconnaissait tout de suite grâce aux sacoches et après au vélo, mais on savait que c'était un de nous, quoi. Donc c'était imposé. Et est-ce qu'il y a eu des anecdotes où dans la première semaine, dans les premiers temps, finalement, il y a des gens qui ont eu des faiblesses, qui n'arrivaient pas à suivre, qui avaient du mal? Alors, le merveilleux de la chose, le plus âgé sur le vélo avait également 75 ans. Ah oui. Le deuxième avait 74 ans, pour vous dire. Hein. Mais l'âge n'a pas été... Chez les cyclos, il n'y a pas d'effort violent, hein. C'est que de l'endurance, c'est pas de résistance. Et par contre, on a eu, sur les 103 participants sur le vélo, 100 ont vu la muraille de Chine. Les 3 qui ne l'ont pas vue, ce sont des gens qui n'ont... je ne dis pas qu'ils n'ont pas voulu y aller, mais le premier a abandonné à la frontière française. Parce qu'il n'avait pas dans sa tête, imaginez, il nous a dit qu'il ne pouvait pas dormir, on lui a proposé de changer avec 2 chambres et tout. C'est dans sa tête, il faut être câblé pour, hein, le long, il faut être câblé pour. Et donc, ce qui fait que lui a disparu. Le deuxième, qui n'a pas vu la muraille, sa maman est décédée, donc il fallait qu'il rentre. Et en même temps, il avait un problème de prostate. Donc le médecin de François avait fait un papier pour qu'il se fasse opérer. Et il a dit, tu nous rejoindras à tel endroit. Et si ça ne s'est pas fait, parce qu'il ne s'est pas fait opérer. Et le troisième était venu pour chasser des problèmes personnels. Mais en réalité, chasser le naturel, il revient en galop. Ce qui fait que, il a dû rentrer... Il est rentré, il n'a pas supplié, mais presque. Alors le médecin lui a fait le papier comme quoi psychologiquement il ne pouvait pas suivre. Mais c'est pas sûr qu'il ait fait plaisir à toute sa famille en rentrant. Ah, ça c'est une autre histoire. Ah, c'est plus la nôtre. Oui, ça c'est plus la... Mais ça prouve bien que chez les cyclos, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment une question de volonté, puisque je suis persuadé que les gens de 74 et 75 ans n'ont eu quasiment aucun souci... pour avancer chaque jour, pour se lever, et parce qu'ils sont conditionnés et qu'ils en ont très envie. Et je pense que si on n'adhère pas à 100% au projet, on ne peut pas avancer, se lever, surtout pendant 5 mois. Oui, et j'ai dit tout à l'heure, le long, c'est dans sa tête. Et vouloir, c'est pouvoir. J'ai fait personnellement Paris-Cap Nord en 21 jours par la Norvège, avec des étapes très longues, ou seul... Mais alors, ce qu'il y a de merveilleux dans l'être humain, c'est que lorsque vous êtes seul comme ça ou sur du très long comme Paris-Pékin, vous repensez à des gens, des amis ou de la famille un peu éloignée qui sont des gens merveilleux et vous vous promettez qu'au retour, je reprends contact. Et le retour, les tiroirs se sont refermés et la vie naturelle reprend son cours. C'est bizarre. Hein? Ouais, c'est bizarre. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur des anecdotes un petit peu de course. Enfin, de rando. Ah, va mieux. Est-ce qu'il y a eu des jours où vous avez eu des conditions abominables, de la neige, du froid, de la tempête? Alors, il y a eu, on a tout eu. Dès l'Allemagne, au départ, c'était la neige. Et au Kazakhstan, etc., c'était après la chaleur, la boue, tout ce que vous voulez. Actuellement, en début de cette semaine, est passé sur France 5, je pense qu'on dit France 5, oui. Les routes de l'impossible. Je ne sais pas si vous vous connaissez. Cette semaine, c'était le Kazakhstan. Je peux vous dire, si vous allez sur Replay, il y est, et les routes de l'impossible, Kazakhstan, vous avez exactement ce que nous avons vécu.
c'est-à-dire la boue. Alors, vous roulez sur une piste qui est mauvaise, il y a des trous, il y a de l'eau, donc vous ne connaissez pas la profondeur de l'eau. Donc, il y a un moment où vous êtes beaucoup plus bas que vous l'imaginiez, et puis ça repart, et vous êtes sur la piste. Et vous voyez sur le côté la steppe, qui est belle, lisse, belle. Alors, elle ne vous tente pas le premier kilomètre, mais au bout d'un moment, vous dites, oh non, c'est trop merdique, je vais aller là où c'est... Et puis, ce qui doit arriver arriva, parce que si vous voulez, en dessous, c'est de l'eau. Et avec le dégel, la steppe est belle, lisse, mais alors, on s'embourbe, mais alors, juste la roue entière. Et on a été dépanné, par exemple, tous les véhicules se sont... Ah non, sauf deux lits qui sont passés, qui sont restés sur la route, mais sans quoi on a été dépanné par un 6.6 russe qui nous a tiré, qui a eu la gentillesse de nous tirer. Mais ce qui est de merveilleux dans tous ces déplacements où il y a des difficultés, il y a une entraide un peu comme dans le désert. On ne peut pas ignorer ce que fait les... Et c'est pareil pour tout, ça nous surprend, nous, métropolitains. Hein. Je ne veux pas anticiper sur le retour, mais il y a un moment, on était en panne et isolé, il n'y a rien, le désert. Et il arrivait un camion. Nous, on était en train de manger sur un bout de bois, on mangeait notre truc. Le camion est descendu du camion parce que les pneus étaient... C'était des drapeaux, c'était plus un pneu. Et le gars est descendu, et il a dit bonjour, et puis il s'est installé, il a commencé à manger. Mais nous, métropolitains, ça nous fait drôle. Mais dans le désert, tout appartient à tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Il y a des relations avec la population qui sont merveilleuses. Et est-ce que vous avez des anecdotes avec les cyclos dans la neige et dans le froid? On parlait de l'Allemagne tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des moments donnés où vous auriez pu annuler l'étape du jour? Eh bien, honnêtement, je ne pense pas que c'est quelque chose qui ait pu passer. Ah non. La difficulté, c'est... Plus c'est difficile, c'est choquant ce que je vais dire, mais plus c'est difficile... Et plus vous valorisez votre action, quoi. Et c'est difficile pour tout le monde, hein, de toute façon. Bien sûr, oui. Non, donc, mais il y a un moment donné, s'il y a trop de neige et trop de verglas, peut-être que c'est impossible. Alors, si je donne un exemple, maintenant il y a prescription, je n'irai pas en prison. Mais quand on était en Allemagne, quand on a vu que le lendemain matin il y avait de la neige, il avait bien neigé. Hein. Les vélos sont partis, et moi, quand j'ai réglé les affaires administratives avec les endroits où on était, mais ensuite, quand je suis parti, un magnifique panneau interdit aux camions. Il fallait les chaînes. Mais nous, on n'a pas prévu de partir avec des chaînes. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ça a passé quand même. Ouais, on peut en parler aujourd'hui parce qu'il y a prescription. Oui, il y a prescription. Mais ce que je veux dire, c'est que certains pourraient dire c'est pas raisonnable, c'est pas, etc., etc. Mais je veux dire que l'intérêt du groupe prime pour moi. Hein. Et bien sûr. On l'a fait. Alors vous parlez du groupe, on imagine les soirées où les gens sont fatigués. Est-ce que les arrivées étaient échelonnées? Est-ce qu'il y avait des gens qui arrivaient à 15-16 heures, d'autres à 20 heures, ou le peloton restait... Dès l'instant, il y avait un regroupement par le midi, pour le repas de midi. Automatiquement, ça faisait que ça arrivait dans une fourchette relativement raisonnable. D'accord. Et les gens arrivaient plutôt vers quelle heure le soir? Ça dépend. La plus grande étape faisait ça près de 200 km et la plus petite 20 km. Oui. Donc, je ne peux pas parler d'horaire. Mais ce que je veux dire, le plus tardif qui est arrivé, c'est lorsqu'il y a eu un passage de frontière, je me rappelle, quand on était inquiet. Et ce jour-là, on mangeait, c'était pas un restaurant, c'était un genre de boîte de nuit, mais il n'y avait pas de... C'était réservé pour nous, quoi. Oui. Et il y avait quand même une lumière assez diffuse. Et les cyclos sont arrivés, il était quelle heure? 23h30, minuit. Et je me souviens d'un autre endroit également où ils sont arrivés très, très, très tard. Personne n'a voulu manger. Et le lendemain matin, comme on n'avait pas mangé ils n'avaient pas voulu manger la veille, ils sont venus se coucher tout de suite. Et le lendemain matin, ils ont au petit déjeuner chili con carne et personne n'a rien dit. Hein. Ah oui, à la gare comme à la gare. Hein. Non, mais je veux dire, tout le monde s'est régalé parce que ça gère encore. Oui. Et en règle générale, les gens logeaient où? Vous avez panaché un petit peu entre hôtel, auberge, gymnase? Alors c'est là que c'est là aussi, je pense que les gens étaient contents. C'est tantôt à l'extérieur. En Chine, c'était souvent des cours d'école ou des trucs comme ça.
Mais quand vous dites des cours d'école, ça veut dire vous dormiez dehors à la Belle Étoile? Ouais, mais comme il faisait beau quand on était en Chine, il faisait beau. C'était moi je mettais ma moustiquaire avec les essuie-glaces du camion. J'avais presque une chambre individuelle sur mon lit pliant. Ouais. Mais et les gens se mettaient par affinité. Hein. On a été dans des classes, on a été dans des hôtels hyper luxueux. On a tout eu. Et le repérage nous a permis, on savait, si vous voulez. On savait que là, ça allait se passer bien, là, pas bien. Et dans le repérage, ce que je n'ai pas dit tout précédemment, c'est que ça nous a permis d'affiner le budget. C'est-à-dire que, en fonction de ce que les gens avaient vu, des possibilités, on a dit ça on a besoin, ça n'a pas besoin. Par exemple, initialement, nous avions prévu des tonnes de remorques sur roues, avec un réservoir, ce qu'on appelle une tonne à eau, ou de gasoil, parce qu'on nous avait dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Et en réalité, on a toujours trouvé ce qu'il fallait tout le long, donc on a supprimé de la prévision budgétaire, donc il y a eu tout ce travail de préparation, ce qui fait qu'on savait où on allait coucher. Il y a un moment où on n'a pas pu, parce qu'il y avait eu tellement d'ennuis, tellement... on était embourbés, il y a eu l'orage, on est arrivé dans un village, alors j'avais demandé à Henri, j'ai dit essaye de raccourcir parce que c'est pas possible. Donc le premier village qu'il a vu, qui était inondé le village, il y avait de l'eau partout. Et le responsable du village a accepté qu'on dort, et il y avait un local où les 100 cyclos étaient dedans et la log était dans la pièce avant, où les gars avaient enlevé leurs godasses. J'ai passé une nuit au milieu des godasses. Alors pour aller aux toilettes, il fallait sortir, il y avait de l'eau. Alors pour passer les sacs de duvet, les lits on les a pas montés, les duvets, on se les passé comme ça en se disant pourvu qu'il n'y en a pas un qui tombe dans l'eau. Ah ouais. Parce que chaque article était numéroté. On a parlé tout à l'heure de groupes de cyclos, et chaque groupe avait une couleur. Et dans la couleur, c'était numéroté de 1 à 20 et quelques. Ce qui fait que chacun a retrouvé son lit, s'il l'avait mal plié, c'était son problème, il retrouvait son duvet, etc. etc. Ah oui. Et dans les sacs, pareil, dans les sacs pour mettre leurs affaires pour plusieurs mois, il y avait des sacs de couleurs qui correspondaient à la couleur du groupe. Et on leur avait donné un petit sac également, ce qui fait que s'ils étaient organisés, ils n'étaient pas obligés de demander leur gros sac à chaque fois. Ils pouvaient mettre, je ne vais pas dire un pyjama parce qu'il n'y en avait pas, hein. Ah. Mais je veux dire le nécessaire de toilette. Ou bien sûr, oui, les affaires courantes. Voilà. Bah écoutez, là, on vient de balayer le pendant, c'est-à-dire pendant le Paris-Pékin. Et je vous propose que pour le 3e épisode, on parle de l'arrivée en Chine et puis des célébrations. Mais vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que j'ai un poste très important. C'est pas parce que c'est ma femme qui le tenait et puis que j'ai peur du divorce. Mais il y a un point important, c'est les finances. Nous avons offert, je pense pas qu'il y a ça s'est refait après, hein, parce que c'est un sacré travail. Nous étions la caisse d'épargne des participants. C'est-à-dire que les participants pouvaient partir avec une certaine somme. Il faut savoir que dans mon camion, on avait scellé un coffre-fort dans lequel on avait mis tous les passeports, parce qu'eux avaient sur le vélo, on n'avait que des photocopies. Et on avait tout ce qui était argent ou choses précieuses que les cyclos voulaient mettre dedans. Donc, à chaque fois qu'on passait une frontière, les cyclos, ils passaient, ils remettaient l'argent du pays qu'on quittait, et ils nous disaient, alors ma femme inscrivait en recette ce montant, et ils nous disaient en dépenses ce qu'ils voulaient comme argent. Et ça, il a fallu le faire à chaque passage de frontière où il y avait un changement de monnaie. Et là aussi, c'est comme une banque. Comme une banque itinérante. C'est pris par le temps parce que là, il y a des sacrées anecdotes. Ah oui. Bah, écoutez, peut-être qu'on fera un épisode que là-dessus. Non, on le reprendra à la fin parce que on le reprendra, oui. C'est la peur entre guillemets, de voir revenir sa femme qu'on a envoyée aux fraises, tout ça pour avoir de l'argent au local. Mais on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Ben, merci beaucoup et puis on la suite au prochain épisode. Ok, merci.